Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureuse de vous accueillir sur ce plateau, les titres qui seront développés dans ce journal. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, a reçu ce matin une délégation de la Banque mondiale qui a été introduite auprès du chef de l'État par le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Douali. Actualité hors de nos frontières, les talibans et responsables afghans quittent Moscou sur un insatisfait. Merci et bienvenue sur notre chaîne. Le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui la directrice régionale de la Banque mondiale, Madame Marina Weiss, au cours de l'entretien entre le chef de l'État et la directrice régionale. Plusieurs sujets d'intérêt commun dans les relations existantes entre la République de Djibouti et la Banque mondiale ont été soulevés. L'appui que la Banque mondiale est amenée à apporter à la République de Djibouti en matière de développement social a été au centre de discussion de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Douali, le représentant de la Banque mondiale à Djibouti, M. Atousek, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdellah Ouaïs, ainsi que le conseiller économique du président de la République. La directrice régionale a souligné dans une interview qu'elle a accordée à la télévision nationale qu'elle a profité de cette audience pour réitérer au chef de l'État la disponibilité de la Banque mondiale pour le soutien à la République de Djibouti dans le cadre de son développement économique et social. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Douali, a quant à lui s'est réjoui de l'intérêt de plus en plus manifeste de la Banque mondiale à notre pays. Nos partenariats avec la Banque mondiale seront étendus, a-t-il dit, dans plusieurs secteurs clés tels que l'éducation, les infrastructures. Je vous propose de l'écouter. Le président a eu des échanges intéressants avec la directrice régionale de la Banque mondiale. Et vous savez, on a de très bonnes relations avec la banque, une collaboration étroite. Et les résultats le démontrent. Récemment, Djibouti a été très bien noté, très bien classé dans Doing Business. Beaucoup d'efforts sont en train d'être en cours de réalisation également pour améliorer encore davantage. Parce qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'autres secteurs qui méritent encore beaucoup plus d'attention. Et le président l'a également exprimé dans le domaine du capital humain de Djibouti. Parce que le futur de Djibouti dépendra beaucoup de la qualité de nos enfants et de nos futurs leaders dans les 20-30 années à venir pour être en compétition avec la région et avec le monde. Donc l'éducation nationale et la qualité de l'éducation, la santé, mais également la protection sociale et la solidarité vont représenter beaucoup de défis pour Djibouti et Djibouti va continuer à investir. Au niveau de la Banque mondiale aussi, de la part de Madame la directrice, il y a eu un engagement ferme au président pour accompagner Djibouti à réussir dans ces différents défis et à investir avec Djibouti de montants encore plus conséquents. La question de la diversification de l'économie a été également au centre de la discussion entre la délégation de la Banque et le président de la République dans le domaine de l'économie numérique, mais également dans le domaine du tourisme et de la diversification de Djibouti en général. Et le président a également annoncé ses intentions pour accélérer les différentes réformes institutionnelles à Djibouti qui est actuellement en cours. Donc je pense qu'on est en parfaite harmonie. Bien sûr, dans les jours à venir, le président va avoir également une autre délégation de la Banque mondiale pour s'entretenir sur le développement de la région et l'intégration économique régionale, qui est un agenda également très important aux yeux du président, mais également de la Banque mondiale. Autre actualité nationale dans cette édition du 15h, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a présidé une cérémonie de lancement officielle de travaux de rédaction des curricula et des manuels scolaires de l'enseignement fondamental au Centre de formation de l'Éducation nationale. La rencontre a vu la participation de hauts cadres et responsables du MENFOP, à commencer par le secrétaire général, la secrétaire exécutive, les inspecteurs généraux, mais aussi les directeurs généraux de l'enseignement et de l'administration et du CRIPEN, dans une démarche particulière
participative, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mobilisé la communauté éducative et notamment les parents d'élèves aux côtés des chefs d'établissement pour être informés et associés à ce chantier qui sera mis en œuvre par les commissions de rédaction des curricula du CRIPEN. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a prononcé un important discours dans lequel il a rappelé que cette révision des curricula est expression d'un besoin émanant des consultations nationales et des actes du colloque. Et le ministre a notamment indiqué que les études menées par des experts internationaux, les diagnostics des partenaires financiers, mais aussi les diagnostics des curricula ainsi que la nécessité d'adapter nos contenus à la révolution numérique et évolution socioculturelle en substance. Le ministre a replacé la présente révision des curricula dans le cadre du projet transformateur visant à améliorer la qualité des enseignements apprentissage en agissant sur tous les leviers dans les curricula, l'éthique, la formation, l'évaluation, l'encadrement encore. Je propose d'écouter un extrait de son intervention. Avec vous, bien sûr, au lancement de la révision des curricula. Ces chantiers marquent un moment important dans l'histoire du système éducatif et de la construction de l'école djiboutienne. La priorité de la réforme engagée en 2000 revêtait bien sûr un double objectif: démocratiser mais également djiboutianiser l'école en vue de la rendre accessible à tous les enfants djiboutiens et être bien sûr en phase avec leur environnement et leurs valeurs socioculturelles. Et ce défi, je crois, a été relevé. Cet après-midi, si j'ai vraiment voulu regrouper l'ensemble des acteurs de l'école djiboutienne, je pense que même parmi nous, il y a des parents d'élèves, c'est vraiment pour que nous tous, non seulement nous partagions ensemble cette ambition, cette vision, qui est bien sûr la vision du président de la République, qui veut, et comme il a dit bien sûr en 2000, vraiment construire cette école djiboutienne. Et ce que nous sommes en train l'histoire que nous sommes en train de marquer cet après-midi est une nouvelle page de cette vision du président de la République qui en 2000 a pris cette décision de faire et de donner aux Djiboutiens leur propre école. Et donc c'est pour partager cette vision, mais aussi vraiment pour que nous tous, pas seulement le ministre ou le cadre du ministère, pour que nous tous nous soyons vraiment porteurs de ce projet. Nous parlons aujourd'hui de la transformation de notre école. Il n'est plus question, bien sûr, à ce que le contenu qui sont présents de nos manuels reste le même contenu qu'il y a 18 ans, puisque c'est une école, c'est vrai, une école djiboutienne, mais c'est une école aussi qui évolue. Et sur le plateau à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir un inspecteur de l'éducation nationale. Il s'agit de M. Mohamed Abdou Ali. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes inspecteur mathématique à l'éducation nationale. Et une première question, M. Mohamed. Monsieur Mohamed Abdou Ali, pouvez-vous nous dire sur la question de cette rencontre? Oui, cette rencontre était capitale pour le ministre. Il s'agissait de mettre toute la communauté éducative au même niveau d'information au sujet des révisions de curricula qui a déjà commencé depuis 2 ans. Donc, et pour fédérer toutes les énergies et mettre tous les acteurs à contribution. Et sur la même table. Donc, s'agit-il d'une nouvelle réforme de l'éducation? Il ne s'agit pas d'une nouvelle réforme. Pour rappel, en 2000, la réforme de 2000 avait pour objectif de donner aux Djiboutiens une école djiboutienne. Jusqu'à là, on était toujours sur les programmes français et les manuels français. Et du coup, il fallait donner aux Djiboutiens une école qui leur appartient et qui correspond à leurs conditions. Donc là, aujourd'hui, il s'agit de continuer ce travail. Donc il y avait aussi l'objectif de démocratiser l'école et de l'étendre surtout, de donner l'opportunité d'étudier à tous les enfants du pays. Et maintenant, il s'agit de continuer ce travail et de l'adapter aux défis du XXIe siècle. D'accord. Et quelles sont vos attentes dans ce cas-là? Oui, les attentes sont importantes parce que
Cette réforme, elle est là depuis 2002. Donc maintenant, il s'agit de l'adapter et de corriger aussi quelques écueils qu'on a rencontrés sur la route et aussi d'introduire de nouvelles compétences. Par exemple, les nouvelles technologies, le numérique. Et aussi, c'est une révision aussi ambitieuse puisque cela entraînera un changement des modifications dans les volumes horaires, des introductions de nouvelles disciplines. Et il y aura aussi des modifications dans la formation des enseignants, dans l'encadrement. Donc, c'est un vaste chantier. Bien sûr, merci à vous et bonne chance à vous. Merci, je rappelle que vous êtes inspecteur de mathématiques à l'Éducation nationale. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Mohamed Abdo Ali. Merci. Autre actualité nationale dans cette édition du 15h, c'est le projet d'investir dans la capitale humaine. C'était le thème d'un atelier qui s'est ouvert tôt ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier organisé par le ministère des Finances en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Un projet sur le capital humain a pour objectif d'accélérer la réalisation d'investissements nombreuses et de qualité dans les populations et de favoriser ainsi l'équité et la croissance économique. En d'autres termes, construire un monde meilleur pour les générations futures passe à un investissement, bien sûr, humain. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, qui a été donc à cette réunion, a fait une brève allocution et il a souligné l'importance du capital humain au cœur du développement du pays. Notre développement, notre bien-être, mais également notre compétitivité dépendra beaucoup de la manière dont nous allons interagir au niveau national à travers les différents acteurs, mais également dans la manière dont on va interagir avec la région et le monde. On a érigé le capital humain comme un des principaux piliers, parmi les 4 piliers, le premier pilier de notre stratégie quinquennale de SCAP. Et le capital humain continuera à être la première priorité du président de la République et de son gouvernement. Donc dans les années à venir, on est engagé, on est déterminé à mettre l'essentiel de nos ressources, même quand elles ne suffisent pas, dans le renforcement du capital humain. La directrice régionale de la Banque mondiale pour Djibouti, Égypte et le Yémen, Mme Wess, a quant à elle rappelé que la République de Djibouti connaît, depuis ces 2 dernières décennies, une croissance économique de 8%. Il est important, a-t-elle rappelé, que l'essor du capital humain puisse s'imposer comme une source de richesse incontournable. Ceci va favoriser la croissance et le développement du pays. Cette importante réunion a vu la participation du ministère de l'Éducation nationale, des secrétariats d'État aux affaires sociales et de l'habitat, du ministère de la Santé, de la maire de la capitale et des hauts cadres des institutions concernées de près ou de loin par ces thématiques, tous étant conscients du potentiel dont dispose la République de Djibouti comme capitale, une forte population majoritairement jeune qui constitue un levier pour stimuler la croissance. Autre actualité également dans cette édition, c'est Djibouti qui participe au premier festival culturel et artistique de l'Organisation de la coopération islamique au Caire, l'OCI, sur invitation du secrétaire général de cette organisation. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture, Moumin Hassan Barre, a pris part à cette première édition du festival culturel et artistique qui s'est tenu au Caire du 5 au 9 février sous le thème « Une nation et des cultures variées, la Palestine au cœur ». Le ministre de la Culture, Moumin Hassan Barre, était accompagné d'une forte délégation comprend notamment une troupe djiboutienne qui présentera des spectacles à caractère folklorique reflétant la richesse de notre patrimoine national. La cérémonie inaugurale du festival s'est déroulée donc au Grand Théâtre de l'Opéra dans la capitale égyptienne avec la participation de quelques 20 pays musulmans. Une série d'événements culturels et artistiques seront organisés à cette occasion visant
à surmonter les barrières culturelles entre les États membres. Le secrétaire général de l'OCI, Dr Youssef Ben Ahmed Al-Uthaymin, et le ministre égyptien de la Culture, Madame Inas Abdel Dayem, ont procédé à l'ouverture de ce grand festival en présence des invités de marque et des chefs de délégation des pays participants. Au cours de cette cérémonie, le ministre a échangé avec des hauts responsables du monde de la culture qui comptent parmi les grandes figures de l'action créative et artistique. Le festival vise à rapprocher les peuples des États membres de l'OCI et à faire connaître la variété des cultures et l'originalité du folklore traditionnel de chaque pays. Selon le ministre égyptien de la Culture, Mme Inès Abdel Dayem, le festival a pour objectif d'affirmer les nobles valeurs de l'islam, appelant à la reconnaissance de la diversité culturelle. Pour sa part, le secrétaire général de l'OCI s'est dit confiant que ce festival contribuera au renforcement de la solidarité islamique sur la base de l'unité de la foi, de la diversité des cultures, des langues et des patrimoines populaires. Il permettra par ailleurs le développement de l'action islamique commune menée par l'OCI. Il est à souligner que ce festival était une occasion de rendre hommage à d'importantes personnalités islamiques ayant contribué à la floraison de la culture arabo-islamique et au développement de l'action sociale. L'atelier de restitution des résultats préliminaires qui s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel Sheraton, était organisé par le ministère de la Femme et de la Famille. Et cet atelier a réuni une cinquantaine de participants, tous issus du gouvernement et des agences des Nations Unies telles que le FNUAP, le secteur privé et la société civile, qui sont impliqués dans l'élaboration de cette étude avec le financement de la Banque africaine de développement, la BAD. L'objectif de cet atelier était de présenter les premières conclusions, à valider les données, à fournir les informations supplémentaires, mais également de favoriser le début sur les questions essentielles et d'expliquer les prochaines étapes. Pour sa part, la consultante Madame Ravozani a indiqué que la promotion du genre est considérée comme l'un des domaines d'intérêt particulier qui est transversal dans la stratégie de la Banque mondiale, de 2013 à 2022. Je remercie vivement le gouvernement de Djibouti ainsi que tous les partenaires ici présents de votre implication dans le processus d'élaboration du profil genre de Djibouti. Je remercie principalement la ministre de la Femme et de la Famille et le ministre le ministère des Finances, ainsi que tous les ministères et surtout le ministère de la Famille pour la coordination, l'organisation de la collecte des données à travers l'Observatoire du genre. Dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan, a souligné l'importance des études dans la planification du gouvernement et des partenaires afin de disposer des données de base et pouvoir se projeter dans l'avenir. Je propose de l'écouter. Je me jouis de constater que la vision de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, sur la politique genre est comprise, partagée et soutenue par tous et toutes, au regard de l'intérêt accordé à l'élaboration de cette étude. Afin de réduire les écarts en matière de genre et faire avancer le développement équitable, le gouvernement de la République de Djibouti a initié plusieurs grands chantiers. La cérémonie de restitution des résultats préliminaires du profil genre en République du Djibouti, qui nous rassemble ici ce jour, marque une étape importante dans la coopération entre le gouvernement de la République du Djibouti et la Banque africaine de développement. La présente cérémonie concrétise aussi la réalisation de l'un des objectifs du gouvernement de la République du Djibouti avec le groupe de la BAD. Cet objectif est de mettre l'accent sur la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes. Toujours dans l'actualité nationale dans cette édition du 15h, la Direction générale de la douane et la gendarmerie nationale mettent fin à un trafic régional de timbres contrefaits au détriment des États comme le Kenya, la Tanzanie, avec des préjudices économiques considérables pour ces derniers. Tout a commencé mardi lorsque les agents de la douane font face à un conteneur suspect et saisissent ainsi les gendarmes de la brigade Djibouti Nord. Il s'agit en effet d'un conteneur de 20 pieds provenant d'un pays asiatique déposé dans l'enceinte de la Free Zone avant son acheminement au pays limitrophe.
Après vérification, il s'est avéré que la marchandise se trouvant à l'intérieur de ce conteneur appartenait à un homme d'affaires étranger qui aurait illégalement utilisé le nom d'une société de transit locale pour faciliter la démarche administrative d'import-export. Au cours des investigations, les gendarmes ont mis ainsi la main sur le commerçant étranger qui suivait à distance le déplacement de ce conteneur. En la présence constante de la personne suspecte, les agents de la douane, les gendarmes ont ouvert le conteneur et ils ont découvert ainsi 94 cartons portant chacun des numérotations en manuscrit dissimulés derrière les cartons des feuilles blanches emballés différemment que ceux d'ordinaire. Dans ces recherches minutieuses, les agents de l'État ont décelé 376 rouleaux de timbres fiscaux kenyans et 48 rouleaux de timbres fiscaux tanzaniens. Grâce à leur vigilance, ils démantèlent ainsi un réseau de trafic de timbres contrefaits au nom d'États souverains et dont les préjudices économiques sont considérables. Compte tenu de la gravité des faits, la personne mise en cause et ses éventuels complices seront traduits prochainement en justice pour contrefaçon des timbres fiscaux et douaniers. Toujours donc dans l'actualité nationale, dans cette édition du 15h, la région de l'Unité a abrité ce mercredi une cérémonie d'inauguration de l'Agence nationale de Salam African Bank. Cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée sous l'égide du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Moussa Mohamed Ahmed, du président du conseil d'administration de Salam African Bank, Ali Abdel Haytham, accompagné des hauts cadres de son institution, dont le directeur général de la dite institution bancaire. Ont également pris part à cette cérémonie d'inauguration le représentant du gouverneur de la Banque centrale, Haroun Aouled, le préfet de la région d'Ikil, Mohamed Cheikh Hassan, le vice-président du conseil régional. L'ouverture de cette agence régionale vient indubitablement à point nommé pour remédier et mettre fin aux soucis de longue date, aux attentes et aux besoins les plus fondamentaux et les plus prioritaires de la population active de la région de l'Unité, en l'occurrence les personnels des services publics, les commerçants, les particuliers qui, en termes de chaque mois, se voient obligés de se déplacer sur la capitale pour bénéficier des services bancaires. Les prestations bancaires sont désormais accessibles à tous, même aux personnes en mobilité réduite. Elle est aussi une source d'économie et de modernisation de notre région de Dikil. Cette banque permettra l'affirmation de l'initiative très noble de la forte volonté politique de la décentralisation très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti. Car à travers le transfert de compétences et des moyens qu'elles sous-tendent faciliteront l'atteinte des objectifs escomptés pour le développement durable, l'accès des populations aux services de base essentiels et l'émergence d'une économie locale, source de revenus et créatrice de richesses au plan local, régional et national. Désormais, une banque qui est installée dans la région de l'Unité à Dikil. L'absence d'une institution bancaire était un grand handicap pour les Dikilois et l'inauguration de l'agence a été bien accueillie par la population de Okar. La cérémonie d'inauguration de cette agence Salam African Bank était présidée par le ministre de l'Habitat et ministre de la Région, Moussa Mohamed Ahmed, qui s'est réjoui de cette ouverture qui va redynamiser, a-t-il dit, les activités dans la région de l'Unité grâce aux prestations offertes. Je propose de l'écouter. Le ministre a précisé que l'inauguration intègre et va redynamiser le processus de la décentralisation initié par le chef de l'État grâce à l'installation de Salam African Bank à Dikil. Le déplacement sera évité pour récupérer les salaires mensuels. Les opérateurs économiques de la région actifs dans le commerce, les infrastructures de développement agro-pastoral de Dikil auront la possibilité, l'opportunité d'engager des crédits auprès de la nouvelle agence de Salam Bank, qui est une banque islamique et très active dans le développement des services bancaires à Djibouti. Par ailleurs, le ministre a ajouté que toute la population de Dikil pourront profiter des prestations et services offerts par la nouvelle agence de Salam Bank. Et il a demandé d'accueillir et d'accompagner Salam Bank qui est installé à Dikil après plusieurs décennies d'absence de structures bancaires à Dikil, la ville de l'Unité.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale en Centrafrique. La République centrafricaine a obtenu un accord de paix entre les factions rebelles. Le gouvernement devant sortir le pays de près de cette année d'une guerre fratricide qui a déjà fait des centaines de morts. En dépit des espoirs suscités par cet accord, de nombreuses questions restent en suspens. Ce mercredi donc pourrait se révéler être un jour historique pour la République centrafricaine. Dans la capitale Bangui, 14 groupes rebelles et le gouvernement participaient à la signature d'accords de paix conclus quelques jours auparavant à Khartoum, la capitale soudanaise. Il s'agit en effet du 8e depuis le début de la guerre en Centrafrique en 2013. Cet accord est bien le premier auquel participent toutes les parties prenantes au conflit. Il est perçu dès lors comme la panacée qui pourrait définitivement mettre un terme aux violences qui ont fait des milliers de morts et des millions de personnes déplacées. Et comme je l'annonçais dans les titres, les talibans et les représentants de l'opposition au gouvernement afghan se sont quittés hier sur un satisfait site à l'issue de 2 jours de pourparlers à Moscou en s'accordant sur un communiqué commun. L'ex-président afghan Hamid Karzai s'est également dit satisfait des résultats de la réunion et d'être parvenu à une déclaration très substantielle. Les 80 membres des partis politiques de la société civile afghane, d'où ne figure aucun membre du gouvernement du président afghan Ashraf Ghani, ont établi un accord avec la dizaine de représentants talibans, une déclaration d'intention aux 9 points. Outre les engagements à poursuivre des pourparlers intra-afghans, les 2 partis qui ont voté l'accord à main levée après sa lecture se sont engagés à respecter de nombreux droits, dont celui des femmes, conformément aux valeurs islamiques. Et à la question de la migration, les États-Unis d'Amérique au Nouveau-Mexique, le gouverneur retire la garde nationale de la frontière. Elle refuse de participer à la mascarade du président. La nouvelle gouverneure du Nouveau-Mexique a ordonné le retrait de la majorité des gardes nationaux stationnés à la frontière entre cet État américain et le Mexique, qualifiant de mascarade les mises en garde du président Trump contre l'invasion des migrants. La responsable démocrate a donné cet ordre de retrait peu avant que le président américain ne prononce son discours sur l'état de l'Union, réaffirmant une fois de plus son intention de bâtir coûte que coûte un mur entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Madame Grisham a souligné que certains des soldats, sur un total de 118, resteraient sur place, mais uniquement à titre humanitaire pour aider les communautés de la région aux prises avec un afflux de familles venues des différents pays d'Amérique latine pour chercher refuge aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump a exigé 5,7 milliards de dollars pour son projet de mur et engagé en vain un bras de fer avec le Parti démocrate qui s'est notamment traduit par 35 jours de shutdown, une paralysie partielle des institutions fédérales. Dimanche, le Pentagone a annoncé le déploiement de 3750 soldats de plus à la frontière avec le Mexique pour combattre l'immigration clandestine, multipliant par plus de 7 le nombre d'hommes déployés. Corps des réserves de l'armée américaine, la garde nationale et du ressort des gouverneurs. C'est tout pour cette édition de la rédaction de ce début de week-end. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ces bulletins d'information, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite à tous et à toutes, partout où vous êtes sur Télé Djibouti, de passer un excellent week-end sur nos antennes.